dans l'actualité des idées aujourd'hui, 1969, le début de la fin. Le journaliste Brice Couturier, qui réalise sur France Culture un tour du monde des idées du lundi au vendredi, revient avec un nouvel ouvrage aux éditions de l'Observatoire, 2 ans après son Macron, un président philosophe. Il publie aujourd'hui 1969, année fatidique, une mise en lumière de 69, bien plus importante que 68, selon lui, année surclassée, qui a pourtant éclipsé sa cadette. 69, ce millésime d'un tremblement de terre moral. 69, en fait, c'est 68 qui vire au drame, les idéaux qui tournent en désillusion. C'est pour ne citer qu'un exemple, la libération des corps, façon hippie, qui tourne au viol collectif dans le film Last Summer. Alors qu'a-t-on gagné à saper l'autorité, comme ça a été fait, selon lui aussi, en 68, à larguer les interdits? Peut-être pas grand-chose. Il revient dans ce livre sur cette année 68 et ce sur quoi elle a abouti. 69. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Olivia Gesbert. Quel âge vous aviez, vous, en 69 ? J'avais 18 ans. D'accord. Donc on avait joué la Révolution en parlant de 68, ça vous inclut aussi? Bien sûr, j'étais dans la rue en mai. J'ai même été à la réunion fondatrice des comités d'action lycéens qui s'est tenue à la Sorbonne. J'étais là, je passais par hasard à la Sorbonne et c'était juste le jour où on fondait les CAL. Autant vous dire que j'en étais. Et vous étiez où, engagé politiquement pendant ces années-là ? Après mai 68, je suis rentré au PSU. J'ai adhéré au PSU après mai. J'étais très unitaire, si vous voulez. Je suivais l'UNEF et les comités d'action. Parce que ce qui m'a frappé en 68, c'est que sur la base de l'échec de 68 en France, parce que mon livre porte surtout sur les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, la Tchécoslovaquie et la Pologne, mais en France, ce qui s'est produit, c'est que face à l'échec de mai 68, parce que la droite a gagné une des plus belles victoires de son histoire aux élections de juin, on oublie toujours de le dire, c'est que sous le fait de l'échec de 68, le mouvement a éclaté. Il s'est parcellisé, s'est morcellisé. Et l'UNEF a éclaté, elle a été vidée de sa substance, et c'est à ce moment-là qu'on a vu arriver les fameux groupuscules innombrables, trotskistes, maoïstes, anarchistes, qui se combattaient les uns les autres dans un spectacle ridicule au lieu d'essayer de faire quelque chose ensemble. Et vous remémorez aussi ces années-là. Vous vous souvenez que vous avez été pendant un court instant maoïste à votre tour, d'une drôle de manière, vous l'écrivez. Le prestige des maoïstes était bien supérieur à celui des socialistes unifiés à l'époque. C'est donc pour plaire à une fille qui passait par là que vous vous êtes déclaré maoïste. C'était complètement ridicule et absurde, mais c'est à l'image de l'année 69 elle-même. J'étais en Hippocagne en 69 et effectivement un lycéen de mon Hippocagne me dit « Moi je suis maoïste » et je lui réponds « Je ne sais toujours pas pourquoi aujourd'hui ». Je lui réponds « Moi aussi ». C'était pas vrai, mais effectivement derrière lui il y avait une très jolie jeune femme et je pensais que c'était plus chic de dire qu'on était Mao que de dire qu'on était au PSU, qui n'était pas terrible. Bon, vous racontez ces réunions aussi entre jeunes militants, bardés de tous vos idéaux. Vous racontez, et je lis juste cet extrait et on en revient aux fondamentaux de 68 et de 69, Brice Couturier. Le PCMLF, qui diffusait le journal L'Humanité Rouge, orné des visages de Marx, Engels, Lénine, Staline et Mao, que je tentais vainement de vendre le week-end, tout seul au métro Commerce, là on vous imagine, était censé être entré en clandestinité. C'est pourquoi la structure dans laquelle je militais s'appelait Comité de défense de l'Humanité Rouge. Nous mimions de manière grotesque les usages de la résistance. J'avais choisi le pseudo de Paul. Je me souviens qu'un jour, notre lieu habituel de réunion hebdomadaire étant indisponible, le petit chef de ma section me demanda d'héberger la prochaine réunion chez Paul, il faut sonner à Brice Couturier, expliqua-t-il, apparemment inconscient du caractère grotesque de cette invitation. Bon, la réunion a eu lieu. Oui, si vous laissez à l'image de toute cette époque, c'est qu'en fait, on mimait une révolution impossible parce qu'on n'avait aucune notion de ce qu'était la réalité sociale et économique de notre propre pays. Nous ignorions tout et nous plaquions sur la réalité française, très bien différente de celle de la Chine, les mécanismes qui avaient permis à Mao Tse-tung de prendre le pouvoir en 1949. C'était simplement des années délirantes. Mais toute l'année 69 est une année délirante en réalité. C'est aussi ce qui fait qu'on en a quelque part la nostalgie, si vous voulez, parce que tout est redevenu tellement dans l'ordre aujourd'hui, tout est devenu tellement rationnel que cette époque fait rêver. Regardez Tarantino, c'est typique. 69 fait rêver, c'est une année inouïe, c'est une espèce de point d'orgue des 60s. En même temps, c'est hélas le point de départ vers quelque chose de tout autre que les 60s. Les 60s, c'est effectivement une époque d'émancipation, de libération, de liberté, d'ironie. 69
69, l'ironie, c'est terminé. C'est les bombes, c'est les attentats, c'est la bande Abadher qui se crée en Allemagne, c'est les attentats qui ont lieu en permanence aux États-Unis, ce qu'on a complètement oublié. Il y a des milliers d'attentats. La seule année 69, vous avez plusieurs milliers d'attentats aux États-Unis même. Vous avez des tas de morts. C'est une période extrêmement dangereuse. On passe tout près de la guerre civile en réalité. En fait, c'est tout le principe de ce livre, c'est de relire 68 à l'aune de 69. Cette année 69 qui a germé sur les braises, telles que vous l'expliquez, de 68. En soi, quand même, quand vous vivez ces événements en mai 68 et au-delà et avant, on sent que c'était quand même pour cette génération, pour cette jeunesse à laquelle vous apparteniez, une année pleine d'idéaux, pleine d'envie. Aujourd'hui, vous dites on mimait la révolution, on jouait à la révolution, mais vous y avez cru sur le moment. On peut peut-être se le refaire en chanson, ces années-là, si on repart avec Godard. Le Vietnam brûlait, moi je hurle Mao Mao. Johnson rigole et moi je vole Mao Mao. Le napalm coule et moi je roule Mao Mao. Les villes crèvent et moi je rêve Mao Mao. Les putains crient et moi je ris Mao Mao. Le riz est fou et moi je joue Mao Mao. C'est le petit livre rouge qui fait que tout enfin bouge. La base de l'armée, c'est le soldat. Le vrai pouvoir est au bout du fusil. Les monstres seront tous anéantis. L'ennemi ne périt pas de lui-même. Mao Mao. Extrait de la chinoise 67. Aujourd'hui, Brice Couturier, vous fustigez l'attrait pour cette révolution culturelle dont se gargarisait toute l'intelligentsia germano-pratine, je vous cite, de tel quel au cahier du cinéma. Quand est-ce que la prise de conscience est arrivée pour vous ? Moi, je suis sorti du maoïsme, d'abord parce que j'étais exclu, heureusement, par bonheur, j'ai été exclu du PCMLF en question, parce que mon mode de vie, j'avais les cheveux longs. Ah oui, un truc très amusant, j'ai été invité en République populaire d'Albanie, parce que évidemment j'étais aux amitiés franco-albanaises, puisque les Albanais étaient les grands alliés des Chinois. Et quand on m'a invité, quand j'ai reçu cette invitation, j'étais très flatté, mais on m'a dit, vous savez, vos cheveux jusqu'aux épaules, c'est terminé, là, il faut vous couper les cheveux, parce qu'en Albanie, les cheveux longs, ça passe pas. Je dis, comment ? Je vais quand même pas trahir mes amis, mon fan club des Rolling Stones pour me faire couper les cheveux pour aller en Albanie. Donc, je n'irai pas. Et je dois dire que ça a joué un certain rôle dans ma prise de conscience du fait que je pouvais difficilement aller dans un pays où les cheveux longs étaient interdits. Ça me paraissait d'aller... Donc, si vous voulez, on était tous plus ou moins dans cette situation. On était tous pris dans une espèce de hiatus entre notre mode de vie qui était émancipé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, c'était une vie beaucoup plus libre que celle qu'on vit aujourd'hui, pour dire les choses très simplement. Et les idéaux qu'on proclamait, qui étaient des idéaux affreusement puritains en réalité. Donc la contradiction entre les deux faisait éclater les personnalités. On vivait une espèce de schizophrénie. Tout à l'heure, vous passiez cette chanson très amusante. Ça m'a fait penser à une scène que je retrace dans mon bouquin. C'est Todd Gitlin, qui était le patron et le fondateur du SDS, le grand, si vous voulez, c'est exactement l'équivalent de l'UNEF pour les Américains, le grand mouvement étudiant de gauche. Et Todd Gitlin était effaré par la dérive que subissait son mouvement sous l'influence des Weathermen. Il raconte cette scène incroyable. Il est avec des Weathermen qui sont tous complètement drogués et un des dirigeants des Weathermen dit « D'où vient le petit livre rouge ?» Et Todd Gitlin, pour se moquer de lui répond en montrant le ciel du doigt et dit « Il tombe du ciel ». Et les Weathermen disent « Bravo, bravo, très, très bien ». Et si vous voulez, il y avait un mélange de dérision et de sérieux qui était très difficile à tenir et on ne savait jamais à quel moment la dérision allait basculer du côté du nihilisme intégral et de la violence pure et dans quelle mesure on avait encore cette capacité d'ironie et de deuxième degré sur soi-même. C'était une époque où les personnalités étaient souvent divisées profondément de manière intime. Vous revenez donc sur cette période et notamment sur cette dite révolution culturelle. Vous vous en moquez aussi pour dire qu'elle n'aura pas touché tout le pays, loin de là, puisque le disque d'ailleurs qui s'était le plus vendu en 68, c'était quoi ?
C'était pas Amour de Java. Anarchie. Mais non, c'était Jolie fleur de Java. Rikita. Rikita, Jolie fleur de Java. De Georgette Plana. C'était le disque qui s'est le plus vendu de cette année-là. C'est extravagant quand même. Voilà, l'année de la Révolution. Mais il y a eu quand même, en 68, Brice Couturier, une créativité qui vous aura pas échappé. Le rock, le cinéma, Woodstock. Vous citiez à l'instant Tarantino dans son dernier film, Once Upon a Time. Il était une fois, il revisite l'esprit de cette époque, de Hollywood au hippie de Charles Manson, du LSD à la dure loi du marché qui commençait à poindre, certes dans ces années-là, mais il y a aussi de quoi l'idéaliser quand on voit tout ce qu'elle a créé, cette fin des 60s. J'ai pris 69 aussi parce que c'est une année extraordinaire sur le plan effectivement de la créativité cinématographique, rock'n'roll, littérature. C'est une année absolument inouïe. Il a raison Tarantino. C'est vraiment la vraie grande année, c'est pas 68, c'est 69. C'est la thèse que je défends dans ce bouquin. Et si vous voulez, quelque part, ça m'a énervé l'année dernière d'entendre tant de commémorations pleurnichardes de 68 qu'on essayait de faire revivre. On espérait que les Nuits debout, les indignés, ou voire même les Gilets jaunes eux-mêmes, allaient reprendre ce flambeau d'une révolution impossible. En réalité, il n'y a rien à voir entre la France d'il y a 50 ans et celle d'aujourd'hui. Elle est totalement différente. Et puis surtout, encore une fois, le monde a terriblement changé par bonheur. Mais vous avez raison, 69, et Tarantino a raison, 69 sur le plan, enfin je ne vais pas citer tout, mais Butch Cassidy et le Kid, la grande fin du western mélancolique, c'est 69, Théorème de Pasolini, pour prendre quelques films, mais c'est La Piscine aussi, avec Alain Delon, et puis il y a tous ces disques extraordinaires. J'ai pas cité, je regrette beaucoup dans mon bouquin, un de mes disques préférés, c'est Dusty Springfield, Dusty in Memphis, qui date de 69 et qui est un des rares moments de grâce du rock entre la soul noire et le British sound. Dusty Springfield, c'est quand même une chanteuse vraiment blanche, mais elle a joué à Memphis avec les gens qui entouraient Aretha Franklin, et ça donne un disque absolument inoubliable. Donc l'an passé, les célébrations de mai 68 ont plongé l'Élysée quand même dans une sorte de profond malaise entre les commémorer ou pas, si oui, pourquoi et comment. Finalement, ça aboutit sur un renoncement. Aujourd'hui, vous pourriez aller plaider, Brice Couturier, à l'Élysée pour qu'on commémore 69 ? Moi, écoutez, j'ai pas le goût des commémorations. Mon bouquin n'est pas nostalgique. Il essaye de garder une distance critique et essaye de couvrir surtout plusieurs pays. Parce que ce qui m'énerve aussi beaucoup, c'est de penser que 68, le mai 68 français était le centre du monde. Alors que quand on sait ce qui se passait en 67 en Allemagne, en mars 68 en Pologne, en 68 tout simplement en Tchécoslovaquie, on se rend compte que notre mai 68, c'était pas très grand-chose à l'échelle de la planète. Et puis, je parle pas du Mexique aussi, où on a massacré les étudiants aussi en septembre 68, du Japon, où il y a eu des manifestations avec des tas de morts. Des États-Unis, avec les mouvements de libération de la femme, des droits civiques, les manifestations contre la guerre au Vietnam en 68. C'est pour ça que j'ai voulu décentrer, si vous voulez, provincialiser un petit peu le mai 68 français, parce qu'il commence à m'énerver. Alors, comment vous les opposez, ces deux années, 68 et 69 ? Si on se dit que 68 a quand même été, dans beaucoup de pays, et pas qu'en France, un grand vent de liberté, comment expliquer ce retour de bâton de 69 ? Mais parce que c'est un échec partout, 68. Je vous disais, mai 68, ça donne les élections de juin 68 avec une chambre de droite introuvable. En 68, le printemps de Prague est écrasé et des dizaines de milliers de chars déferlent sur la Tchécoslovaquie. En Pologne, vous avez une purge antisémite du Parti communiste, comme on n'en avait jamais vu dans un pays communiste. Et aux États-Unis, la Convention démocrate de 68, au lieu de donner le pouvoir, enfin de choisir un candidat aux élections présidentielles anti-guerre du Vietnam, qui aurait été McCarthy, ils choisissent le vice-président Humphrey. Donc, si vous voulez, c'est des échecs partout. Et ces échecs font 69. Parce que 69, c'est l'année de l'après-échec. C'est l'année où on se radicalise parce qu'on a loupé quelque part. Et puis, non seulement on se radicalise, mais on se disperse. 22 janvier 1969, Brice Couturier, cérémonie d'investiture d'un certain Nixon. À l'ère démocrate succède aux États-Unis une ère républicaine. Élu au mois de novembre contre M. Humphrey, M. Richard Nixon prend aujourd'hui officiellement ses fonctions et remplace M. Johnson à la Maison-Blanche. You, Richard Milhouse Nixon, do solemnly swear. I, Richard Milhouse Nixon, do solemnly swear. That you will faithfully execute the office. That I will faithfully execute the office. Of President of the United States. Of President of the United States. Dans son discours, M. Richard Nixon déclarera notamment
La paix que nous recherchons n'est pas une victoire sur n'importe quel autre peuple. Il s'agit de la paix qui vient en apportant la guérison sur ses ailes et aussi la compassion pour ceux qui ont souffert, la compréhension pour ceux qui ont été nos adversaires, en permettant à tous les peuples de la terre de choisir leur propre destinée. Richard Nixon, 37e président des États-Unis, le 22 janvier 69. Il prête donc serment politiquement partout dans le monde, aux États-Unis, mais aussi en France. Il va y avoir un retour de la droite que vous actez, Brice Couturier, bien décidé, la droite, à prendre sa revanche en France, notamment sur mai 68, tandis que la gauche semble complètement larguée, tétanisée, écrivez-vous, par les révolutionnaires qu'elle n'a pas su gérer. Pourquoi cet élan n'a pas trouvé de traduction politique? Pourquoi, au contraire, là encore, c'est une sorte de retour à l'ordre et à l'autorité qui semble désiré? Vous savez ce que François Mitterrand disait? Il disait « À quoi a servi mai 68 à retarder d'une dizaine d'années l'arrivée de la gauche au pouvoir ?» Et je crois que c'était exactement ça. Ce qui s'est produit aux États-Unis est très, très intéressant parce que si, bon, on ne refait pas l'histoire, mais si Bob Kennedy n'avait pas été tué en 68, il est probable... toute l'histoire n'est jamais écrite, mais enfin, il y avait un tel sentiment d'injustice à l'égard de la fin du mandat de John Kennedy, que Bob avait vraiment beaucoup de chance. Il venait d'emporter les élections en Floride et ça paraissait très prometteur. Il a été tué. Il restait donc 3 candidats en lice, je le disais tout à l'heure, McGovern, McCarthy et Humphrey. Et finalement, ils ont choisi le plus mauvais, parce qu'ils tenaient le parti, ils tenaient la nomenclatura du Parti démocrate. Moyennant quoi, c'est Nixon qui a été élu. Et effectivement, là aussi, comme en Tchécoslovaquie, comme en France, il n'y a qu'un cas, il n'y a qu'une exception à cette règle maudite, c'est l'Allemagne, où il ne faut pas oublier qu'en 69, vous avez en même temps les mouvements étudiants violents et de plus en plus violents avec des morts, là encore, mais vous avez surtout l'alternance. Willy Brandt arrive au pouvoir avec le SPD. Et c'est la première fois que le SPD peut gouverner sans la CDU, avec lesquels était en coalition depuis déjà 3 ans à l'époque. Mais 69 en Allemagne, c'est vraiment un tournant très important sur le plan politique. Partout ailleurs, vous avez un blocage. Je l'analyse en Italie, c'est effrayant ce qui se passe, la situation en Italie. C'est vraiment un État en déperdition totale. Donc oui, 69, c'est un moment politiquement très, très fragile et très dangereux. Et effectivement, on a Tricky Dicky, Richard le tricheur qui arrive à la présidence des États-Unis et ça va être violent. Hein. Je raconte un certain nombre de phénomènes qui se sont produits à cette époque aux États-Unis. Il y a eu des répressions extraordinairement violentes. L'affaire du People's Park, à l'époque où Ronald Reagan était gouverneur de Californie, et on voyait la troupe avec des fusils tirer sur les étudiants qui essayaient de récupérer le fameux parc du peuple. Vous citez Mitterrand et cette suspension de la gauche pendant 10 ans qui aura la première bien du mal à se remettre de 68. Mais vous dites aussi dans ce livre 1969, année fatidique, Brice Couturier, que les institutions en France notamment ont durablement été ébranlées. Pourquoi ? Ce qui s'est produit, si vous voulez, c'est que l'union de la gauche n'était pas prête, tout simplement. Donc, avec un résultat électoral assez confortable, mais pas un raz-de-marée, la droite a obtenu une chambre introuvable, véritablement. Or, vous aviez au pouvoir, avec Chaban-Delmas, une opportunité de réforme formidable, parce que Chaban-Delmas était conseillé par Jacques Delors et un certain nombre de jeunes de la CFDT, en réalité, qui étaient donc plutôt des gens de la gauche réformiste, et Chaban a essayé de réformer le pays. C'est pour ça que j'insiste beaucoup dans mon bouquin sur la réforme, sur les élections universitaires de 68. Edgar Faure, le ministre de l'Éducation nationale, avait compris qu'il y avait une aspiration très forte à l'autogestion des universités et il en aura donné les moyens. Or, vous aviez au Parlement, à la Chambre des députés, une droite qui ne voulait pas profondément de ces réformes, qui disait que Edgar Faure était manipulé par le PSU, que Chaban-Delmas lui-même était un homme de gauche, et qui donc a freiné des cas de fer face à ces réformes. Et je pense que là, on a perdu une véritable occasion de changer la nouvelle société de Chaban. C'était pas du pipeau, c'était pas vide. Il avait vraiment saisi quelque chose de l'esprit de 68 et il voulait vraiment le mettre en acte. Mais comme il lui a dit Mitterrand, d'ailleurs, François Mitterrand lui a dit j'admire beaucoup vos idées, mais quand je vois votre majorité, je me dis que vous avez bien peu de chances de les mettre en œuvre. C'est exactement ça. C'est encore une occasion perdue, probablement parce que les institutions faisaient que la droite, encore une fois,
disposant d'une majorité assez courte, obtenait un Parlement à, je ne sais plus combien, quelque chose comme 75% à droite, quoi. C'était vraiment un déferlement. Alors que le Parti communiste, qui faisait un assez beau score, comme il n'avait pas d'alliance au deuxième tour, il avait un groupe parlementaire ridiculement faible. On peut relire 68 à l'aune de 69, mais il faut aussi relire cette année-là à l'aune de 67, peut-être comprendre comment ces mouvements arrivent et ce qu'ils produisent. Vous revenez notamment sur l'important besoin de transgression en 68, compréhensible sur le moment, mais stérile à un peu plus long terme, dites-vous, à la manière de Foucault, source de fragilisation des institutions. Pourquoi, en quoi cette transgression, une fois franchie, en a entraîné de nouvelles et donner le sentiment qu'on n'a pas su s'arrêter à temps? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est le fond du problème, c'est qu'on sortait de sociétés qui étaient autoritaires, hiérarchisées, assez sclérosées en Occident, et qu'on a voulu, au cours des années 60, progressivement obtenir une société plus fluide, moins autoritaire, plus égalitaire. Or, la transgression, à un moment, n'a pas su s'arrêter dans les derniers stades. On est passé au-delà du miroir, comme la fameuse chanson des Doors, Break on Through to the Other Side. Si vous voulez, la transgression ultime, c'est pour ça que je conclue mon livre avec cette affaire, c'est Charles Manson. Et c'est pour ça que d'ailleurs Tarantino a bien fait de faire son film sur 69 autour de la famille de Manson. Parce que la famille de Manson, les crimes commis abominables sur une femme d'enceinte de 8 mois, Sharon Tate, dans laquelle on a enfoncé des fourchettes, répandant son sang sur les murs, etc. C'était l'ultime transgression. C'était l'idée que l'ultime trip, c'était la mort. C'était la mort de soi à travers les overdoses qui se multiplient à partir de 69, et c'était la mort des autres, c'était le tuer les cochons, comme il disait. Donc c'est pour ça que 69, et Tarantino le dit très bien dans son film, 69, ça se termine en début de 69, toutes les maisons sont ouvertes en Californie. On ferme jamais, on laisse toujours la clé sur la voiture, on prend tous les autostoppeurs qui se présentent, on laisse les clés sur la maison, dans notre milieu, j'entends, dans le milieu émancipé, celui de l'avant-garde et de la jeunesse à cheveux longs. Et d'un seul coup, après l'affaire Manson, tout se ferme. On met des grilles électriques aux maisons, on ferme à double tour, on s'arme, et d'un seul coup, donc ça montre bien, si vous voulez, que cette transgression ultime, elle débouche sur le chaos, sur une espèce de retour à l'ordre effarant, sur une paranoïa collective, et là encore, les drogues ont joué un rôle considérable, parce que le LSD et les drogues dures qui étaient en circulation, alors Woodstock c'était en vente libre, provoquent effectivement des formes de troubles de la personnalité extrêmement graves. Il n'y a pas que les overdoses, il y a aussi les gens qui deviennent fous, il y en a plein. Là-dessus, j'ai utilisé beaucoup le journal de Californie d'Edgar Morin, qui était un très très bon témoin, formidable. Il était en 69 en Californie, et il décrit tout ce qu'il voit, et c'est effarant. Il montre en particulier comment High Street Ashbury, qui était le quartier général des hippies et du Summer of Love de 67, est aujourd'hui devenu, enfin 69, un quartier d'épave. Il voit circuler des drogués en manque dans des états effrayants qui sont devenus très dangereux. La révolution sexuelle, c'est devenu on prostitue sa copine pour avoir sa dose d'héroïne. C'était ça quand même. Donc on ne peut pas dire que c'était vraiment une émancipation. C'était pas que ça. C'était aussi ça. C'était aussi ça, si vous voulez. Il faut quand même regarder les choses en face. L'ultime émancipation, c'est ça. Je suis drogué, donc je prostitue ma copine, et de toute façon elle est droguée aussi, donc de toute façon on va mourir, c'est pas grave. Ce qui se raconte aussi, d'après vous, dans ce film, et on donnera peut-être ce dernier exemple, Last Summer, que j'évoquais en ouverture de l'émission. Vous dites, après l'été 68 est arrivé l'automne, après les idéaux, après les rêves, après les utopies est arrivé le désenchantement et la désillusion que ce film acte bien. Et on pourrait parler aussi de la piscine avec Delon et Romy Schneider. L'année 69, et surtout la fin de l'année comme par hasard, est placée sous le signe d'une fantastique désillusion. Le nombre de chansons qui s'appellent Last Summer, qui vous racontent que les oiseaux migrateurs sont en train de partir, que les feuilles des arbres tombent, on se rend bien compte en 69 que quelque chose est en train de se terminer et que c'est assez triste. Ce qui se termine, c'est simplement les 60s, et elle se termine sur deux événements tragiques qui sont le concert d'Altamont avec les Rolling Stones, où on tue un jeune noir qui est venu écouter du blues chanté par des jeunes anglais blancs, et la famille de Manson qui assassine à plusieurs personnes à plusieurs reprises et qui fait des trucs abominables. Donc si vous voulez, il y a le sentiment d'un échec collectif fantastique, d'une occasion manquée, parce que les 60s ont été quand même l'occasion d'une émancipation, encore une fois, d'une libération, et qu'en 69, on s'aperçoit que tout ça est très très mal tourné en réalité.
Et vous citez le sociologue américain Todd Gitlin une fois encore dans ce livre, pour qui à la fin des 60s, le ciment de loyauté que les gens avaient accordé aux institutions était en décomposition. C'était partout à bas les règles. Tout assaut contre l'autorité pouvait se prévaloir de la présomption d'innocence et toute autorité partait avec une présomption de culpabilité. 1969, année fatidique pour vous, Brice Couturier. C'est le titre de votre nouvel essai qui paraît aux éditions de l'Observatoire. Il est 13h21 sur France Culture. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. 12, 11, 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Et 1969, c'est aussi l'année où l'homme pose un premier pied sur la Lune. Vous revenez sur cet épisode essentiel pour comprendre aussi l'esprit de cette époque, Brice Couturier, cette course folle, 69, année tournant, emblématique aussi d'un monde qui commence à perdre le sens des réalités dans cette course folle au progrès. Et à la vitesse, j'ai appelé ce chapitre l'hubris technologique, parce que ça me semble très significatif de ce qui se passait aussi à ce moment-là dans la tête, surtout des Américains. Mais n'oublions pas que nous, c'est Concorde la même année, 69, les premiers vols du Concorde, encore quelque chose de pas très très réussi. Oui, l'hubris technologique, parce qu'en réalité, on voit bien qu'à l'époque, les Américains et les Soviétiques sont engagés dans une espèce de course à la vitesse, à la puissance, qui est franchement délirante. C'est quelque chose de profondément nihiliste, dit Norman Mailer dans le livre qu'il a consacré à cette affaire qui s'appelle Bivouac sur la Lune et que je suis pas mal dans le chapitre en question. Norman Mailer disait que c'était nihiliste. Pourquoi ? Parce que, comme disait Ellul, là on parle des Français, nous allons de plus en plus vite vers nulle part. Et c'est vraiment le sentiment que beaucoup de gens ont eu à l'époque. Le fait que les Américains puissent poser un pied sur la Lune a exigé des dizaines de milliards de dollars à une époque où une bonne partie de la population américaine vivait en fait dans la misère, en particulier les Noirs. Et ils ont été furieux, les Noirs, en réalité, de cette affaire, parce qu'ils ont dit que cet argent a été mieux utilisé à payer des études à leurs enfants plutôt que d'aller sur la Lune. À quoi ça a servi d'ailleurs d'aller sur la Lune ? On ne l'a jamais su. Ce qui est assez amusant, c'est que depuis, un certain nombre de gens laissent croire que tout ça a été un fake news et que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Et c'est une des choses les plus extraordinaires parmi les rumeurs absurdes qui circulent sur Internet, c'est une de celle que je trouve à la fois la plus amusante et la plus consternante. Voilà, aujourd'hui, il y a un film à voir en salle qui montre des images totalement inédites de cette conquête spatiale qui se raconte encore aujourd'hui autrement, parce que ça a été aussi un phénomène médiatique jamais revu depuis là. Dans ce livre, Brice Couturier, vous revenez aussi sur ce que vous appelez les dérives d'un slogan, le personnel et politique. De cette manière aussi dont les identités se sont à la fois fracturées et cristallisées, crispées à partir de cette période-là. De la reconnaissance des minorités à la politique des identités, vous critiquez les formes de séparatisme culturel et politique qui sont nées de ces années-là au nom de la spécificité et de leurs problèmes. Là, on pense à des mouvements comme ceux des Afro-Américains aux États-Unis, les Black Panthers ou les féministes avec qui vous avez la dent assez dure. Pourquoi ces actions et ces années ont été contre-productives pour les femmes, pour vous ? Ce que je montre aussi, qui est peu connu, c'est à quel point les femmes étaient dans un statut d'infériorité dans les mouvements gauchistes, en particulier au SDS américain. Je lis plusieurs témoignages qui sont effarants sur le fait que un des leaders, par exemple, des Black Panthers, avait dit la position des femmes, c'est la position couchée. Donc il y avait vraiment une espèce de misogynie à l'intérieur des mouvements gauchistes qui était très frappante. Les femmes en ont pris conscience en 69 aux États-Unis et elles ont commencé à partir. Comme je l'explique, elles sont parties aussi parce qu'elles ont compris que la radicalisation du mouvement gauchiste sous l'influence des maoïstes américains menaçait gravement le mouvement politique lui-même. C'est aussi 69 la naissance du mouvement homosexuel avec l'affaire de Stonewall à New York. Et la première Gay Pride a lieu en 69 là aussi. Mais si vous voulez, c'est la preuve aussi que le mouvement, qui était un mouvement unitaire, parce que ses objectifs étaient très vagues, parce que quand on parlait de révolution, on ne savait pas très bien de quelle révolution on voulait parler. Quand le mouvement échoue, qu'est-ce qui reste ? C'est l'identité personnelle. Et le problème,
problème, ce que j'essaie de montrer dans la conclusion de mon livre, c'est que nous vivons aujourd'hui, maintenant, là, en 2019, les conséquences ultimes de ce raz-de-marée de 69, à savoir la politique des identités qui est en train de miner véritablement le Parti démocrate et dont je redoute qu'un jour elle mine également la gauche française. Parce que la politique des identités, c'est de dire aux gens, luttez pour vos droits en tant que noir, en tant que homosexuel, en tant que femme, en tant que sais-je. Or, on ne fait pas un parti politique émancipateur universaliste sur la base de revendications aussi particularistes. Et c'est ça qui a tué le Parti démocrate américain, et c'est la raison pour laquelle Hillary Clinton a perdu face à cet imposteur de Trump. Donc, vous voyez, c'est pas sans rapport avec la politique, avec l'époque que nous vivons. C'est même, à mon avis, l'origine exacte. C'est tellement pas sans rapport que d'autres ont écrit aussi des livres, et c'est le cas de Jean-Pierre Le Goff l'an passé, évoquant cet héritage impossible de mai 68. Oui, il faut en finir avec cet héritage impossible, mais il est déjà en voie de disparition. La société est ailleurs, elle est confrontée à des défis d'une autre ampleur, qui sont le chômage de masse, qui sont l'islamisme radical avec les attentats, qui sont la crainte vis-à-vis des vagues migratoires en Europe. C'est des choses qu'il faut traiter. On n'est plus dans la bulle angélique, si vous voulez, de mai 68. Tout est possible, l'imagination, tout est possible, on peut pouvoir. Quoique, il y a des jeunes il y a une difficulté à faire son deuil d'une utopie qu'on peut comprendre par rapport à la période actuelle, mais qui, pour moi, mène à l'impasse. Là, je crois que tout ça est en train de finir. Fort heureusement, mais il y a encore, surtout, je dirais, des 68ards de la 26e heure, des jeunes qui n'ont pas connu l'événement, qui ont tendance à en rajouter des kilos et qui se veulent les nouveaux moralistes en disant « Attention, touchez pas 68, ils l'ont pas connu », ils valorisent et ils deviennent vraiment des gens très sectaires. Voyez, moi, je me fais souvent attaquer en disant « Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Vous critiquez 68 ?» Ben oui. Je veux dire, on ne va pas rester adolescent toute sa vie, quand même. Voilà, alors je dois avouer, Brice Couturier, que moi je fais partie de ceux qui n'ont pas connu 68 et que parfois j'ai un peu vu de loin quand même du mal à comprendre ce qui vous oppose tous, entre ceux qui disent « touche pas à mon mai 68 » et de l'autre côté cette fâcheuse tendance qu'ont certains à renier quand même ce qu'ils ont été, ce à quoi ils ont cru. Pourquoi est-ce qu'il faut encore liquider cet héritage qui, somme toute, est quand même déjà liquidé ? Écoutez, moi je pense que les débats autour de 68 n'ont aucun intérêt, parce que l'année est vraiment importante, comme j'essaie de le montrer dans mon bouquin. C'est 69. 68, c'est vraiment pas très intéressant, d'autant qu'encore une fois, 68, ça dure pas en 68, ça dure en 66, en 67, en 68, et en 69, là, il se passe vraiment quelque chose d'autre. Parce qu'encore une fois, le 68 allemand, il a lieu en 67, les grandes manifestations contre l'avenue du Shah d'Iran. Donc, non, Sarkozy a lancé un bien mauvais débat autour de 68, c'est pas 68 le problème. Le problème, c'est 69. Voilà, bon, on restera avec ce problème et on va tenter de liquider quand même, c'est ça? Selon vous, il faudrait maintenant liquider l'héritage de 69 ? Il faut le passer au crible, en tout cas. Pour y parvenir. Merci Brice Couturier. 1969, année fatidique. Tout est parti de là, paraît-il. Votre nouvel essai vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Un grand merci aussi à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour La Grande Table de la culture. Merci aussi à François Bréhus et à Sophie Marty pour leur aide précieuse. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien avec Alex Dang. Je vous souhaite une très très belle après-midi sur France Culture.